Yo, on est revenu à Dar es Salaam, ça fait à peu près 48 heures depuis l'ascension de la montagne, mais depuis on a vraiment pas dormi beaucoup, genre 8 ou 9 heures à tout casser, peut-être un peu plus, mais je suis complètement claqué. J'ai des courbatures énormes au quadriceps, surtout le gauche sur lequel j'ai forcé, et j'ai super mal en haut des fesses, parce qu'en fait comme j'étais à l'arrière de la moto avec la Mali, dès qu'il y avait des bosses sur la piste ça arrêtait pas de taper, j'ai trop mal, j'ai des grosses marques rouges. Et là le programme c'est direction Zanzibar, on prend un ferry dans 2 heures, il y a à peu près un peu plus d'1 heure de traversée, et on va entamer le prochain chapitre de cette expédition en Tanzanie. Let's go! No! No Pimbi! La Mali Pimbi! No! Please, no Pimbi! La Mali Pimbi! Non, le bilan de cette montagne, c'est que certes, il y a quelques courbatures et quelques muscles douloureux, mais en vrai, ça va. On a quand même réussi à le faire et c'était bien. On a trop kiffé. Parce que ce que Quentin dit pas, c'est qu'il a insulté la montagne à la fin. Quentin est extrêmement fier de son setup de sac, il arrête pas de dire à tout le monde regardez mon beau sac. Tout le monde, on est littéralement 3 dans l'appart. Wow. Je le dis qu'à Alex. No Pimbi, my friend. Palme, on est prêt. Allez, let's go, on se retrouve au port. Maintenant que nous sommes revenus à Dar es Salaam, c'est plutôt simple de se rendre à Zanzibar. Il nous suffit de prendre le ferry pour une traversée d'environ 2 heures. Zanzibar est un archipel situé au large des côtes tanzaniennes. Autrefois, c'était un important centre de commerce dans tout l'océan Indien, connu pour ses épices, en particulier le clou de girofle. De nombreuses cultures ont influencé ces îles, arabes, perses, indiennes et européennes. Le contrôle de Zanzibar par le sultanat d'Oman remonte à 1698, lorsque celui-ci construisit un fort à Zanzibar, afin d'y consolider sa présence. L'esclavage a également joué un rôle significatif dans son développement économique. Le sultanat de Zanzibar prend son indépendance en 1861 et passe ensuite sous influence britannique en 1890, pour former le protectorat de Zanzibar. Après la Seconde Guerre mondiale, des mouvements nationalistes ont émergé, culminant en 1964 avec une révolution. Et c'est après que Zanzibar a uni ses forces avec le Tanganyika pour former la République unie de Tanzanie. L'archipel est formé de 3 îles principales, Unguja, Pemba et Mafia, et de plusieurs autres petites îles. Lors de notre séjour d'un peu moins d'1 semaine, nous sommes restés uniquement sur la plus grande île, Unguja. Nous posons le pied-à-terre dans la capitale de l'archipel, qui s'appelle également Zanzibar. Plus précisément, nous sommes dans le vieux quartier de Stone Town, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO pour son architecture, ses ruelles étroites et ses portes sculptées. On y ressent toutes les nombreuses influences qui ont façonné l'histoire de Zanzibar. Mais bon, on va pas se mentir, il y avait beaucoup plus de touristes à Zanzibar que sur le continent. Et forcément, avec nos gueules, on se faisait sans cesse aborder pour nous vendre des objets ou un service. Et c'est assez comique lorsque Charles leur répondait en swahili. Il changeait tout de suite de comportement avec nous. Je me souviens à un moment d'un mec qui nous criait « Taxi, taxi !» Et Charles lui a répondu qu'il s'appelait pas taxi, mais en swahili. Le gars, il a tiré une de ses gueules. Ah, vous êtes là? Je ne vous avais pas vu. Bienvenue sur les toits de Zanzibar. Aujourd'hui, nous allons goûter la savana. C'est un cidre sud-africain à 5,5 degrés. Un peu acidulé, bon, ça ne vaut pas du cidre normand, mais c'est plutôt pas mauvais. Nous ne restons pas dans le centre de l'île plus longtemps et on file directement vers le sud pour aller dans le petit village de pêcheurs de Kizimkazi. Charles est déjà allé là-bas et il a hâte de nous montrer l'endroit. Tranquille, avec la petite carapace. On vient d'arriver à Kizimkazi, c'est tout au sud de Zanzibar. Il fait nuit, on a déjà vu des petits geckos se balader sur les murs. Par contre, il y a vraiment une mauvaise nouvelle. Ça fait très mal au cœur. La mauvaise nouvelle, c'est que je vais devoir faire ma lune de miel avec cet individu ici présent. Bonjour. Que va choisir Quentin à manger?
Forcément, vous commencez à nous connaître maintenant, on était obligé de faire des petites sorties nocturnes pour aller observer des bestioles. Tu crois que c'est une mauvaise idée ce que je suis en train de faire? C'est improbable. Encore une scutigère, sûrement une espèce différente. Il y a un truc sur lui. On a revu en nombre nos amis les geckos des maisons. Mais quand je vous dis en nombre, c'est vraiment un paquet. Il y en avait partout sur les murs autour de nos chambres. Si vous regardez attentivement ce spécimen, vous remarquerez qu'il est dépourvu de queue. Et bah ouais, comme les petits lézards des murailles qu'on a chez nous, les geckos sont capables d'autotomie. Lorsqu'il se sent acculé par un prédateur, le lézard peut volontairement se séparer de sa queue. Ce mouvement, loin d'être une simple fuite, est une véritable stratégie de survie. La queue, détachée, continue de se tortiller, distrayant l'attaquant pendant que le lézard peut prendre la fuite. Au fil du temps, une nouvelle queue repoussera, moins perfectionnée que l'original, avec une nette démarcation. Mais cela lui servira tout de même de leurre en cas d'une nouvelle attaque. Et ça, mine de rien, c'est important, car il y a de grandes chances que le prédateur de notre ami le gecko, c'est soit lui. Là où nous n'en avions presque pas vu sur le continent, les chats errants étaient très nombreux à Zanzibar, et pendant les sessions herping, ce n'était pas rare de tomber sur leurs petits yeux fourbes avec la frontale. Considérant la densité de félins, qui pour la quasi-totalité d'entre eux ne sont pas nourris, tu m'étonnes qu'on croise pas mal de geckos sans queue. Ah yes, j'adore ces grillons. Voici le genre Phaeophylacris, des grillons troglophiles qui vivent dans les grottes d'Afrique. Ils appartiennent à la famille des Phalangopsidés, surnommés Spider Crickets par les anglophones. Parmi les adaptations à la vie cavernicole, on notera l'allongement des appendices, ce qui leur permet de parcourir de bonnes distances chaque nuit lorsqu'ils sortent des grottes à la recherche de nourriture. Depuis mon arrivée en Tanzanie, je cherche constamment des traces de néphiles, mais jusqu'ici sans succès. Et c'est finalement à 2 pas de notre chambre que ce soir-là, avec Quentin, nous tombons sur la toile de notre toute première néphile. Je vous présente la néphile dorée, Trichonephila inorata. C'est une espèce originaire du sud et de l'est de l'Afrique, ainsi que de plusieurs îles de l'ouest de l'océan Indien. La néphile dorée vit en permanence dans sa toile gigantesque qui peut atteindre 1,50 m. Pour le coup, celle-ci n'est pas immense, et je ne vais pas m'étaler trop longtemps dessus car on aura l'occasion de revoir des néphiles dans les prochains chapitres, des beaucoup plus grosses. En allant prendre mon petit-déj le lendemain matin, qu'est-ce que je vois autour des chambres? Les geckos nocturnes ont été remplacés par leur homologue diurne. Voici les très colorés Lycodactylus picturatus, des petits geckos mesurant de 6 à 9 cm et très présents en Tanzanie et au Kenya. Les mâles ont généralement des couleurs plus vives, ils sont assez territoriaux et n'hésitent pas à se chasser les uns les autres, surtout en présence des femelles. Ils se nourrissent principalement d'insectes et de petits invertébrés,
Mais pour ceux qui ont déjà eu des Fessulma ou des Corelophus, vous savez qu'ils sont friands de nectar et adorent lécher les fruits. J'ai carrément eu la chance d'en observer un en train de se faire plaisir avec la sève d'un arbre. D'ailleurs, ce coquin n'était pas le seul attiré par ce mets délicat. Yo, avec Quentin, ce matin on a décidé d'aller à la forêt de Giosani, qui est un des vestiges de la grande forêt de Zanzibar. Et du coup, pour ça, on doit prendre le bus et se débrouiller sans Charles. C'est l'une des dernières reliques de la forêt tropicale ancestrale de Zanzibar, le parc national de Giosani. Cette jungle marécageuse, qui s'étend sur plus de 50 km, abrite de nombreuses espèces animales. Mais il y a surtout une bestiole star, car elle est endémique de l'archipel et c'est elle qu'on est venu tenter d'observer avec Quentin. Comme c'est le cas partout en Tanzanie, il est impossible de pénétrer légalement dans le parc sans un guide. Du coup, on se plie aux règles et c'est parti pour l'excursion. La première créature à se manifester est un tisserin à 2 couleurs. Pas facile de le repérer dans la forêt dense, malgré son jaune pétant. C'est un oiseau qui affectionne les zones humides et les mangroves. Le barbillon à croupion jaune est un étrange petit oiseau de l'ordre des pisciformes et de la famille des libidés. Il produit des sons vraiment étonnants. Bon, je vais en faire des caisses, mais c'était complètement inattendu de croiser, posé sur le chemin en plein milieu de la forêt, un Broadlesaurus majeur, unique représentant du genre Broadlesaurus, qui appartient à la famille des Guerosauridae, une famille de lézards originaires d'Afrique et de Madagascar, proches parents des 5. On le reconnaît facilement à son apparence fortement cuirassée, ça lui donne quand même un petit côté stylé, genre ostéoderme, crocodilien, un petit peu préhistorique on va dire quoi. Le corps et la queue sont couverts de bandes transversales, d'écailles carénées, plus ou moins carrées, et les boucliers de la tête sont soudés au crâne. C'est un omnivore qui se nourrit d'insectes, de végétation, de fruits, et pourquoi pas de petits vertébrés. Alors ça, c'était ultra furtif, mais entre les arbres, nous avons aperçu un petit mammifère inconnu au bataillon. Après recherche ultérieure, il s'agissait d'un macroschélide de Peters, et lui aussi, tout comme le daman du Cap, appartient au grand groupe des Afrotheria, encore un cousin des éléphants. Il est placé ici, dans l'ordre des Macroschélidea. On les appelle communément musaraignes à trompe ou musaraignes éléphants, mais attention, ce ne sont pas des musaraignes. Déjà niveau mensuration, on est sur une bestiole beaucoup plus grosse, 30 cm de long pour 450 à 700 grammes. Ce sont des animaux insectivores qui vivent en couple monogame, défendant un territoire d'environ 1 hectare.
Après plus d'1 heure à explorer le parc de Giosani, nous tombons enfin sur son habitant le plus emblématique. Le colobru de Zanzibar ne vit qu'à un seul endroit sur Terre, l'archipel de Zanzibar. Isolé depuis des milliers d'années, il a développé des caractéristiques singulières. Son visage noir est couronné de longs poils blancs hérissés et l'arrière de son crâne et son dos sont de couleur rousse. Son crâne est plus petit que ceux des autres espèces de colobes présentes sur le continent africain. Cela illustre la loi de Foster, un principe scientifique qui indique qu'en cas de ressources limitées, un animal verra sa taille réduire au cours de son évolution. C'est le nanisme insulaire. Contrairement à la plupart des singes, il ne mange que des fruits non mûrs, car il ne digère pas le sucre. Autre particularité, une forte odeur corporelle, qui lui vaut le surnom de singe poison. Il apprécie tant les zones sèches que les mangroves, et ne craint pas de s'approcher des habitations humaines. Victime de la déforestation et de la chasse, la population de colobru de Zanzibar était descendue en dessous des 2000 individus dans les années 90. Cependant, grâce aux efforts de conservation, comme la création du parc national de la baie de Giosani Chawaka en 2004, ainsi qu'à l'inclusion des communautés locales qui partagent 50% de tous les revenus du tourisme, la population de ce primate énigmatique a presque triplé en 30 ans. Une augmentation très encourageante, même si le colobru de Zanzibar est toujours considéré en danger d'extinction. On le retrouve principalement dans la moitié sud d'Unguja, l'île principale de l'archipel, mais on en trouve aussi dans les îlots environnants. Quelques minutes plus tard, c'est un autre primate qui a fait son apparition, le singe bleu, une autre espèce de cercopithècidé, à la répartition beaucoup plus large, et dont nous serons amenés à croiser le chemin de nouveau. Certes, nous avions vu les colobru à Giosani, mais je vais pas vous mentir, la rencontre était un peu fade. En fait, les primates présents dans le parc sont habitués à la présence humaine, puisque chaque jour, des guides emmènent des dizaines de touristes pour les observer, et forcément, on n'a pas vraiment l'impression d'être en face d'un animal sauvage. Attention, je ne dis pas que c'est pas bien, car comme je l'ai précisé avant, c'est l'écotourisme qui assure des revenus aux locaux et qui a permis la création du parc national, participant ainsi à la préservation du colobru. Néanmoins, Charles nous avait parlé d'un plan pour potentiellement apercevoir des colobru beaucoup plus sauvages. Et pour ça, on doit prendre un bateau, direction la mangrove de Zanzibar. Et encore, il y a moins de vagues qu'hier quand on est parti en plongée. Hein. On a bien fait de pas y aller. Ouais. Évidemment, pendant la traversée, on en profite pour jeter un coup d'œil sous l'eau transparente. Quoi? Stylé. Une sirène! Les mangroves couvrent une partie importante des côtes d'Unguja
et jouent un rôle important dans l'équilibre écologique de la région. J'avais déjà eu la chance de découvrir les mangroves d'Iriomote au Japon. C'est un habitat vraiment fascinant qui foisonne de vie, à l'interface de la terre et de la mer. Ces écosystèmes participent grandement à la protection des côtes contre l'érosion et les tempêtes, en absorbant la force des vagues et des marées. Ce sont évidemment des puits de carbone ainsi que des hotspots de biodiversité. La chance nous sourit puisqu'en peu de temps, nous apercevons nos premiers colobroux en haut des arbres. Rien à voir avec les individus de Giosani, ceux-là sont beaucoup plus sauvages au vu de leur comportement. C'est sympa aussi ici. C'est trop bien là. Ah, il est parti. Bon, j'avoue, la qualité des images en a pris un coup. Putain, je me suis viandé. Car cette fois, je suis sur un bateau et en plus, je filme avec mon vieux bridge dont le zoom et l'autofocus sont clairement en train de crever. Mais bon, je n'avais pas assez confiance en moi pour ramener tout mon matos sur le bateau. Nous décidons de débarquer sur un îlot quelques instants pour faire un peu d'exploration. Les plages de cet îlot sont blindées de nos amis les cénobites, les fameux Bernard l'ermite terrestres, qui étaient également très présents à Okinawa. Ces crustacés sont extrêmement bien adaptés à la vie dans les forêts côtières et les mangroves, grâce à leurs branchies modifiées. Seuls les stades larvaires et la ponte se déroulent en milieu marin. Pour rappel, on les appelle cénobites car cela fait référence aux moines qui pratiquaient un mode de vie communautaire, contrairement aux ermites qui eux sont solitaires. Donc si je résume, c'est un Bernard l'ermite cénobite, ce qui voudrait dire qu'il aime la solitude, mais que quand ça l'arrange. À un moment, en levant un peu le regard, je tombe sur ça. Des fourmis du genre Oecophila, plus communément appelées fourmis tisserandes, en raison de leur comportement unique de construction de nids. En effet, ces fourmis construisent des nids suspendus dans les arbres en cousant des feuilles ensemble, à l'aide de soie produite par leurs larves. Des ouvrières tiennent les feuilles avec leurs mandibules, pendant que d'autres utilisent les larves pour tisser la soie. Cela forme des nids complexes pouvant comporter plusieurs chambres parcourues par des dizaines de milliers d'individus. Ces fourmis sont extrêmement territoriales. Elles patrouillent activement les arbres qu'elles occupent et défendent vigoureusement leurs nids contre les intrus. Le genre Oecophila est utilisé depuis longtemps dans l'agriculture en tant que lutte biologique contre les ravageurs. Les fourmis sont introduites dans les plantations pour protéger les cultures comme les agrumes, la noix de coco ou encore le cacao. Leur présence réduit ainsi la nécessité de recourir à des pesticides chimiques. On recense actuellement 2 espèces dans le genre. Oecophila longinoda en Afrique tropicale, qu'on a la chance d'observer ici, et Oecophila smaragdina en Asie du Sud-Est et dans certaines régions d'Australie. Ouh là 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 là, c'est déjà l'heure de repartir. Je vais finir ce chapitre sur une note un peu plus sombre. Sachez que les mangroves de Zanzibar sont menacées à cause de la déforestation illégale, de l'élévation du niveau de la mer, de l'urbanisation rapide des côtes, ainsi que de l'extraction excessive du bois de mangrove afin de produire du charbon. Et tout ça, Quentin en a bien conscience.